Salut, alors aujourd'hui on va s'intéresser à cet appareil qui m'a été envoyé par un spectateur de la chaîne YouTube, a priori. Alors je sais pas si spectateur est le bon terme, mais bon je vais l'utiliser, j'en ai pas d'autre qui me vient. Alors cet appareil est un appareil en panne, donc à réparer. C'est un Microméga Duo Pro 2, c'est un DAC des années 90, alors c'est vraiment un vieil appareil qui est relativement compact, qui a priori donc est en panne. Et d'après celui qui me l'a envoyé, simplement, on a un bruit en sortie, même quand il n'y a rien qui est envoyé à l'appareil, une espèce de grésillement. Alors donc, ça, on va regarder ce que ça fait. Alors c'est un appareil fait partie des des débuts des DAC 1 bit que Philips et d'autres, enfin surtout Philips à l'époque a mis dans le grand public. Ce sont tout ce qu'ils appelaient à l'époque le Bitstream, qui n'est en fait qu'une des milliers de variantes sur thème du Delta Sigma. C'est un des appareils de l'époque, qui utilisait les puces de l'époque qu'on trouve difficilement maintenant. Alors j'espère que la panne ne vient pas justement du DAC lui-même, parce que pour retrouver des puces, ça va être encore une autre paire de manches. Mais disons que cet appareil m'a été envoyé, m'a été proposé, parce que il a été amené à un réparateur dans le sud de la France qui l'a considéré comme irréparable. Donc on va regarder ce qui se passe, ça permettra de voir, peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il l'est pas, je ne sais pas, on va voir. C'est un appareil relativement compact, un peu monobloc, il n'y a pas de vis apparente, la construction est plutôt sobre, ce qui est pas mal. C'est vrai, c'est un petit appareil, c'est plus petit que le standard habituel des appareils audio. Donc Microméga, c'est une marque qui a pondu un paquet de références, on va voir un peu comment c'est fait dedans. Bien, donc le DAC est branché sur un oscilloscope, on peut le voir ici. L'oscilloscope prend une des sorties analogiques. L'audio précision, lui, ne sert qu'à émettre du SPDIF sur une des entrées et analyse les deux sorties analogiques du DAC, qui permet de voir un peu si on voit un fonctionnement bizarre. Alors ici, je n'ai pas de signal en sortie, le générateur n'est pas mis en route. J'ai mis le haut-parleur dans l'audio précision, ce qui permet d'écouter un peu ce qui se passe. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je commence la fréquence d'échantillonnage de 32 kHz, la plus basse, habituellement rencontrée. Et on va voir comment ça se comporte. Donc, pas de signal, rien, très bien, il n'y a rien de spécial. 1 kHz, sortie. 1 kHz. Bon, manifestement, il n'y a pas de problème. Une distorsion de 0,05, 0,055. Bon, c'est pas top, mais ça va. Signal de sortie 1,5 V. Bon, rien de spécial. Manifestement, l'appareil, le DAC a l'air de fonctionner. Donc, si problème il y a à un moment, c'est que c'est pas le DAC en soi, lui il fonctionne comme ça, donc c'est pas le DAC qui est en panne, a priori. Je parle de la puce. Ok, alors 44 kHz 1. Rien de spécial. Si quand même, le niveau de sortie est passé à 2 volts. Ce qui est étrange. Normalement, un DAC ne va pas changer son niveau de sortie en fonction de la fréquence des échantillonnages. Alors c'est peut-être une spécificité du Microméga, je ne sais pas. On verra. C'est peut-être un indicateur, mais c'est peut-être normal. Mais c'est quand même bizarre parce que c'est quelque chose qui serait un peu embêtant si, par exemple, on passe d'un CD à un DVD, on change de fréquence d'échantillonnage, on aurait un niveau de sortie qui changerait. Bon, c'est pas top à ce niveau-là. Mais néanmoins, ici, avec ou sans signal, il n'y a rien de spécial. Manifestement, le DAC fonctionne. Donc jusque-là, je vois rien de spécial. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer à 48 kHz. Ah, là maintenant il se passe quelque chose. Si on écoute, on obtient une espèce de grésillement superposé au signal. On entend deux notes. On entend bien la note 1 kHz, mais on entend une note plus grave. On entend bien quelque chose. Alors bien sûr, la distorsion est considérable. Sur le canal, elle est carrément de 30%. Il y a quelque chose qui n'est pas terrible là. Il y a un problème. Manifestement, il y a un problème. Si j'arrête le signal, il n'y a rien. En sortie, il n'y a pas de signal de sortie. C'est juste quand il y a un signal, il y a quelque chose qui est superposé.
Alors, on va essayer de voir un peu c'est quoi ce truc superposé. Bon, ben, le mieux, c'est d'essayer de capturer une trame complète et de voir un peu la tête qu'elle a dans le temps. Alors, on voit que il y a ici le signal qui est normal et des zones où l'amplitude est plus basse et en plus, il y a des défauts. On voit bien les défauts sur la sinus. Alors, je vais agrandir un peu, juste pour mieux voir. Voilà. Là, on voit bien ici les défauts à ce niveau-là. Il y a quelque chose de très particulier. Alors, je vais réduire peut-être comme ça, voir comment ça se répète. Là, on voit quelque chose qui est quand même très régulier. Hein. On voit les défauts qui déboulent d'une manière très régulière. Alors, qu'est-ce que c'est que ces régularités? Là, on a un signal à 1 kHz, globalement. Donc, on voit bien, c'est 1 kHz. Ici, je suis à 1 milliseconde. Non, je suis là 500 microsecondes par division. Donc, on a bien 1 kHz. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 périodes par défaut. 10 périodes, c'est-à-dire 1 dixième d'un kilohertz, c'est-à-dire 100 Hz. Ah ah, 100 Hz. Qu'est-ce qui peut bien fournir du 100 Hz là-dedans? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et d'ailleurs, 100 Hz, c'est bien la note plus basse qu'on entend dans le bruit. On entend bien deux notes. On entend une basse, et celle qui est basse, ça ressemble à du 100 Hz. Alors, est-ce que ça dépend de la fréquence du signal? Par exemple, si je mets un signal à 10 kHz, alors je vais essayer de stabiliser. J'ai trié correctement. Capturé, hop, voilà. Ben, manifestement, ici, je suis à 2 millisecondes par division, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Ça ne dépend pas de la fréquence du signal. Ça, c'est clair. Par contre, ça dépend de la fréquence d'échantillonnage, manifestement. Si je repasse à 44 kHz, je n'ai plus de problème. Ah ah, ça dépend de la fréquence d'échantillonnage. Alors, si je passe à 96 kHz, alors là, oh là, oh putain, oh le truc. Ouais, non. Ah oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis à 96 kHz. Voilà, c'est carrément... Ben voilà, je suis à 10 millisecondes par division. J'ai en fait un truc, pareil encore une fois, tous les 100 Hz avec un peu n'importe quoi. Bon, évidemment, on entend même plus le signal. On entend juste le défaut. Effectivement, c'est pas terrible. Et si je mets pas de signal? Là, j'ai éteint le générateur. C'est ce que sort le DAC. Ah ah! Alors là, c'est encore pire. Donc là, je pense que c'est ça que le propriétaire décrivait comme étant le bruit qui sort quand il l'utilise. Donc là, il y a vraiment un problème. Mais ce problème n'arrive pas tout le temps. Il arrive si la fréquence d'échantillonnage est suffisamment élevée. Ah ah! Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Alors, on voit que ce 100 Hz est la clé de quelque chose. Ce 100 Hz, d'où il peut venir? D'où est-ce qu'il y a une source de 100 Hz là-dedans? Bah, c'est évident. La seule chose qui sort du 100 Hz systématiquement, c'est la tension d'alimentation en sortie de pompe diode en double alternance. Hein. Donc on sent bien que là, ça c'est une modulation due à une alimentation qui est foireuse. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, ça me paraît assez logique de voir une alimentation qui devient faiblarde en bout de période et tout le système numérique se retrouve en rade parce que la tension d'alimentation passe en dessous d'un certain seuil. En fait, l'alimentation, dès le début de la période, charge les condensateurs de filtrage qui arrivent au maximum de la tension d'alimentation et après le montage consomme jusqu'à la prochaine période. Et donc la tension baisse. Cette tension qui baisse, en fait, c'est ce qu'on appelle l'ondulation. Hein, c'est l'ondulation de l'alimentation. Plus on consomme, plus cette ondulation sera grande. Là, manifestement, l'ondulation semblerait suffisamment grande pour qu'on tombe en dessous du seuil de fonctionnement correct de quelque chose, d'un chip numérique là-dedans. Qui fait qu'en bout de période, le truc se met à foirer. Ce qui ferait ces petites zones, par exemple ici, si je remets à 1 kHz, ces petites zones
qui sont complètement, on va dire, pas détruites, mais dégradées ici. Je pense que le pont de diode commence à charger les condensateurs, là. Après, le montage consomme, la tension baisse, et pouf, on passe en dessous d'une valeur dans laquelle le système numérique commence à merder. Et hop, ici, la tension d'alimentation remonte à la période d'après. Donc pour moi, ça c'est une alimentation qui est foireuse. D'ici là, à ce que ce soit une alimentation qui ait une grosse ondulation, on se demande bien pourquoi. On se demande bien quelle peut être la panne récurrente qui crée de l'ondulation. Bon, on va peut-être pas chipoter, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'appareil et on va regarder ça. Ok, donc l'appareil a été ouvert, donc le voilà. Alors c'est plutôt bien conçu, ça je trouve, c'est plutôt une fabrication qui n'est pas courante. En fait, le boîtier c'est en fait un bloc, c'est un truc extrudé, hein, c'est juste un tube. C'est-à-dire tout le châssis n'est qu'un tube. C'est pour ça qu'il n'y a aucune vis apparente. Et le circuit en fait contient les faces avant et arrière en un seul tenant. Et c'est fixé en dessous par des entretoises, juste par des vis d'entretoises. Et donc c'est un truc monobloc. Pour la réparation, c'est quelque chose d'assez bien conçu. Parce qu'en fait, il y a juste le circuit. Hein, et voilà. Alors c'est un circuit à double face, a priori, avec quelques raffinements qui sont intéressants. On va regarder de plus près même, pour voir un peu comment ça se passe. Parce que je vois par exemple ici des choses, ici des signaux analogiques qui sont entourés de deux terres, enfin de deux masses plutôt, pas de terre mais de masses. Hein, quelques petits détails comme ça qui sont sympas. Deux circuits intégrés qui sont en fait les DAC eux-mêmes, ce sont des vieux DAC Philips. Hein, c'était ces séries SA, alors ça c'est des SA 7321. Hein, c'est ces séries de l'époque qui sont des DAC, ce qu'ils appelaient Bitstream, qui sont des DAC 1 bit, un genre de Delta Sigma que Philips a beaucoup utilisé chez eux, chez Marantz, chez Microméga. Il y a aussi des TDA 15 quelque chose, 1541, je crois que je dis ça de tête, mais qui ont continué avec du Bitstream, multibit, enfin bon, des différentes variantes. Mais bon, c'est là que sont les deux DAC. Avec ici, bon ben ça je trouve ça un peu moins les câbles ici, c'est un peu moins glamour. Là j'avoue c'est un petit peu moins joli, mais bon allez, soyons indulgents à ce niveau-là. Mais bon, globalement c'est plutôt bien fait. Hein, j'aime bien la piste qui est entourée de la masse là, c'est pas mal. C'est pas mal. La fabrication est plutôt soignée, même si c'est il y a beaucoup de vide, hein. Donc, je vais reculer un peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Bon, il y a beaucoup de vide. Hein. Microméga, on fait des appareils avec beaucoup de condensateurs partout, mais celui-là est plutôt restreint à ce niveau-là. Donc de plus près, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, deux alimentations. Hein. Alors est-ce que ces transformateurs sont les mêmes? Non, ils ne sont pas identiques. Ceux-là, c'est 9 volts, 9 volts, 15 volts, 15 volts. Bon, on voit tout de suite qu'il y a... pour le numérique, peut-être des tensions de référence. Pour l'analogique, pour les amplis hop. Alors c'est vraiment compartimenté. Toute cette partie-là, c'est tout ce qui rentre, toute la partie, on va dire réception numérique, qui elle va rejoindre un récepteur, des vieux Cirrus Logic de l'époque. C'est un CS, je sais plus quoi. C'est un ancien récepteur. C'est un CS8412 en boîtier deal grande taille. Et ça passe directement en dessous, on a les deux puces de DAC, et ça c'est toute la partie analogique. Alors si je remonte un peu, regardez ça de plus près, toute la partie analogique ici, qui n'est que en fait des étages de buffer des DAC, plus du filtrage, plus de la symétrisation, parce qu'il sort en XLR ou en cinch. Alors les prises cinch sont particulièrement jolies. C'est des belles grosses prises qui ont l'air vraiment de très très bonne qualité. Manifestement, elles sont extrêmement belles. Ça, j'avoue, j'ai jamais vu de prise cinch de cette qualité-là. J'avoue, elles sont vraiment monobloc. C'est très massif, très robuste. Hein, là, il y a des trucs de bonne qualité.
On voit ici un petit transfo d'adaptation à l'impédance. Je pense que c'est pour convertir l'impédance du SPDIF ou le convertir dans autre sens. Parce qu'on peut sortir du SPDIF et je crois de l'optique aussi pour pouvoir faire, à l'époque quand il y avait les magnétophones avec l'enregistrement, etc. Donc ce truc-là a aussi une sortie directe SPDIF ou Toslink. Néanmoins, bon, cet appareil-là, manifestement, a un problème dans la partie, on va dire, numérique, et un problème d'alimentation, je penserais là. Alors, où sont les alimentations? Bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a, dans toutes les parties analogiques, du filtrage autour des ampliopes, etc. Ici, au fond là-bas, ici on a un peu de filtrage, un régulateur ici, pour tout ce qui est derrière, mais manifestement, ça n'a pas l'air de poser plus de problèmes que ça à cet endroit. Mais on va vérifier. Et on a une autre alimentation ici. Je vois un pont de diode ici, et une capa là. Et ici, un régulateur. Alors je ne sais pas ce que c'est que ce régulateur là, j'ai regardé. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un 7805, voilà. Donc manifestement, il y a ici un 7805 et un condensateur, pont de diode condensateur 7805, qui semblerait, vu sa proximité à côté du récepteur et des DAC, semblerait être c'est ça qui alimente le truc. Eh ben, la première chose qu'on peut voir, c'est s'il y a des problèmes d'ondulation et des trucs et de tension plus ou moins stable ou plus ou moins pourris. Condensateur de filtrage, juste après le pont. Hein, c'est un pont double alternance, donc le 100 Hz, il est généré là. Il y a du 100 Hz dans ce coin-là. Donc si 100 Hz, il y a du 100 Hz qui module un peu là-dedans, eh ben, le premier suspect que j'aurai, c'est lui. Alors, ben, c'est facile. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre un testeur de capa. Je vais aller chercher le petit Atlas. Le petit Atlas et on va voir alors où est cette capa exactement. Il est là, donc le capa elle est entre ces deux broches là. Alors c'est pas évident de voir, j'ai essayé de basculer un peu le truc. Donc la capa est ici, je vais essayer de zoomer un peu. Donc la capa est là, entre ces deux fils là. Donc on va regarder ça. Je ne sais pas comment mettre ce truc là pour le voir. On va regarder de toute façon en mettant en contact. Essayer de... Ah, c'est pas facile à faire parce que les soudures sont assez plates. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, ESR supérieur à 40 ohms. Bon, je recommence au cas où si je n'ai pas fait ça correctement. « 1400 micros, ESR de 40 ohms. » Bon, pas la peine d'aller chercher plus loin, le capa est rincé. Évidemment, avec une ESR pareille, évidemment, quand on prend du courant sur la capa, ben on a une chute de tension qui déboule au bord de cette résistance, ce qui fait que la tension disponible au bord du condensateur est beaucoup plus faible que la normale. Donc, ben, pas la peine d'aller chercher plus loin. Déjà, voilà un coupable. Après, c'est pas du tout exclu qu'il y ait d'autres choses. Mais ça pourrait parfaitement expliquer les symptômes de ce qui se passe. Encore une fois, une simple capa. Alors tout ce qui est analogique là, ben, est-ce qu'on peut quand même vérifier, voir si toutes ces capas ne seraient pas un petit peu rincées, ou elles aussi. Donc là c'est plus facile à vérifier, enfin c'est facile à vérifier aussi, elles sont dans ce coin là. On va regarder si elles sont c'est des grosses valeurs. « 0,2 ohms, bon, à peu près 3000 microfarads en gros.
Bon, elles semblent pas être particulièrement endommagées. Ici, c'est une autre référence Philips. On va regarder. Pareil, c'est des grosses valeurs. 2000 micros, 0,1 ohm. Donc, elles sembleraient être en bon état. Ben, en fait, il faut bien voir que le fait que la dégradation des condensateurs est étroitement liée au courant qui est consommé par le système. Simplement parce que les condensateurs fournissent des gros courants et se vieillissent d'autant plus vite qu'ils doivent fournir des gros courants au système qui est après. Ici, on est dans des amplis-op, on est dans les quelques dizaines de milliampères de consommation. Et les condensateurs sont très peu sollicités. D'autant plus qu'il y en a tout un lot et il y en a à chaque fois pour chaque ampli-op. Donc, s'ils ne sont pas sollicités, ils sont à des tensions plus élevées, donc des courants plus faibles. Alors que ça, on est sous 5 volts et ça alimente toute la partie du digital. Donc là, on peut monter à des centaines de milliampères. Et donc, ils ont plus tendance à vieillir et à s'assécher dans le temps. C'est la même chose qu'on trouve sur les cartes mères ou sur les alimentations à découpage ou trucs comme ça. C'est souvent les petites capas qui alimentent en basse tension des circuits ou des capas qui fournissent du courant qui s'usent le plus vite. Et là, évidemment, lui, c'est le premier en ligne. C'est celui qui va s'user le plus vite parce que c'est potentiellement c'est là qu'il y a le plus fort courant consommé par les montages à cause de la faible tension. Alors la valeur c'est difficile à lire, c'est quoi? C'est 3300 micros, 16 volts. Alors c'est une capa des années 90, hein, faut pas l'oublier, hein, donc c'est... Il y a fort à parier que de toute façon maintenant pour trouver des capas de cette taille-là, on va avoir des valeurs supérieures. Ça va être difficile de trouver du 3300 micros de cette taille-là parce que depuis les années 90, la miniaturisation a fait que... Alors, pour une alimentation, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le format et je vais mettre probablement une valeur supérieure. Alors, pour ça, je vais aller fouiller un peu dans ce que j'ai et puis je vais changer la capa et on va voir ce qui se passe. J'ai réussi à trouver une capa de même dimension. Alors évidemment la valeur celle-là fait 5600 micros, ce qui est beaucoup plus gros. Ok, donc ce qu'on peut voir c'est qu'ici je suis à 48 kHz, j'ai mes 2 volts 2, là j'ai augmenté en tension de sortie. Étonnamment je suis passé de 2 volts à 2 volts 2, je suis descendu de 0,055 à 0,045% de distorsion. Manifestement je n'ai plus de problème. À 48 kHz le signal est nickel et à 96. Alors je suis pas sûr qu'il supporte 96 kHz, hein. Effectivement c'est pas le cas. Même je sais pas, 55 kHz ça marche. 2 volts 5, 32 kHz. Ah, par contre on voit que il baisse en tension en fonction de la fréquence d'échantillonnage, mais je pense que ça c'est plutôt dû au DAC lui-même. Ça va être intrinsèque au DAC, mais néanmoins il n'y a plus de problème. Il n'y a plus du tout de problème de défaut comme il y avait avant, évidemment. Bon, quoi qu'il en soit, il remarche, tout simplement. C'était simplement ça. Hein, fallait pas chercher bien loin. Mais ce qui est intéressant ici, c'est pas trop la capa parce que c'est une panne récurrente, mais c'est de voir quel peut être l'impact aussi d'une capa qui est asséchée sur le fonctionnement. C'est pas forcément un truc qui s'éteint, ça peut être un truc qui d'une manière régulière vient perturber le fonctionnement de quelque chose dans certaines situations. Ici, c'est quand on augmente la fréquence d'échantillonnage. Alors pourquoi ça pourrait bien, on va fermer ça, pourquoi ça pourrait bien être disons, perturbé par la fréquence d'échantillonnage? C'est pour une raison simple, c'est que plus un système fonctionne vite, plus il consomme. Et donc quand on monte en fréquence d'échantillonnage, en fait, le système commute plus souvent et donc consomme plus au niveau de l'alimentation. Et donc on passe juste en dessous du seuil fatidique sur une plage de temps dans la période des 100 Hz plus importante. Et à un moment, le DAC ne fonctionne plus à partir d'un certain seuil qui dure plus ou moins longtemps selon la fréquence d'échantillonnage. Et sur une fréquence, on va dire de, je sais pas, 60 kHz, on va quasiment avoir la moitié de la période où on est en dessous de la tension, ça marche plus. À 48 kHz, on a un petit bout. À 44 kHz, ça marche. Alors quand il y a un signal, il a un problème. Quand il n'y a pas de signal, il y a 0 volts. Mais quand on est à 48 kHz, quand il n'y a pas de signal, on a un défaut aussi. Donc voilà, c'est...
on voit bien on est vraiment à l'extrême limite du fonctionnement correct, et la moindre perturbation va faire que on passe en dessous et pof, le DAC va... Alors ça peut être le DAC, ça peut être ou le récepteur, ça peut être de la logique qui est autour, hein, ça peut être un peu n'importe quoi. Mais c'est juste une alimentation qui est sous le seuil fatidique. Donc juste une capa. Alors, je trouve un peu gonflé, surtout que ça, pour un réparateur, c'est 5 minutes hein, pour réparer ça. 5 minutes pour le diagnostic et 5 minutes pour le réparer. Hein, le temps de l'ouvrir, le refermer, remballer et tout ça, et facturer. Mais pour une boîte qui est censée le réparer, qui dit que c'est irréparable, je trouve que c'est un peu lèche, quoi. Enfin, c'est même pas un peu lèche, c'est quasiment, ils voulaient pas s'emmerder avec ça, alors que c'était très facile très facile à dépanner. Et ça, une capa comme ça coûte, je sais pas, 1,5€, peut-être quelque chose comme ça. Main d'œuvre, 5 minutes. Bon, je pense, allez, la réparation, elle doit coûter, allez, 15€. Hein, tout compris. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, voilà une réparation express d'un DAC. Alors c'est intéressant parce que c'est un peu un ancien modèle qui est basé sur ces anciens DAC qui ressurgissent un peu actuellement par des audiophiles nostalgiques. Mais bon, ça reste des puces qui sont relativement limitées. Bon, elles doivent fonctionner très bien. Hein. Je pense que le circuit est bien conçu, c'est bien fait. Il y a quand même des détails qui sont bien maîtrisé, la fabrication est vraiment correcte, c'est propre, hein, c'est entièrement en alu, c'est bien foutu hein, pour le dépannage. Voilà, bon c'était juste une capa, mais bon ce qui était vraiment plutôt intéressant c'est surtout l'effet d'une simple capa comme ça sur un système qui devient plus ou moins instable. Voilà. Eh ben c'est bon pour cet épisode là. Hein, alors, si des gens ont un appareil un peu exotique en panne, qui voudrait que je puisse faire des vidéos dessus, il suffit de me contacter. La seule contrainte que je donne, c'est que simplement les frais d'envoi et de retour soient à la charge de celui qui veut l'envoyer. Alors après, c'est moi qui décide si l'appareil il est bon ou pas. C'est pas la peine de m'envoyer un Mark Levinson importé des États-Unis qui fait 200 kg. Hein. Ça, je ne le prendrai pas. Mais un truc un peu original, une marque un peu, enfin, je vais pas dire mythique, mais connue comme ça, enfin, ça, pourquoi pas. C'est moi qui choisis au gré à gré si l'appareil est intéressant ou pas à réparer. Mais bon, je peux faire ce genre de truc pour des pannes plus ou moins sévères, plus ou moins délicates, ou des analyses plus ou moins poussées sur certains types d'appareils. Pourquoi pas. Moi, je suis toujours ouvert à ça. Et si quelqu'un a un DAC, genre Total DAC à me prêter, moi j'aimerais bien faire un reverse engineering dessus. Juste pour voir un petit peu, expliquer ce qui se passe au vu du banc d'essai assez, on va dire, space qui a eu lieu récemment, là, voir un peu pourquoi ce DAC fonctionne de la manière dont on a vu qu'il fonctionnait. Mais ça, c'est juste pour ma curiosité, juste pour voir qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière pour obtenir ce résultat-là, sachant que j'ai tenté de le reproduire, j'y suis pas arrivé. Voilà. Donc si quelqu'un a un Total DAC à me prêter juste pour faire du reverse engineering, pourquoi pas. Mais d'autres appareils un peu exotiques, pas forcément audio, hein, mais bon, audio pourquoi pas, ce serait plus pour ne serait-ce que l'analyser, le mesurer, éventuellement le dépanner, moi pourquoi pas. Il suffit de me le soumettre à mon mail, hein, jphorn@gmail.com. Et puis, moi, je décide ou pas si j'accepte de faire une vidéo sans garantie de succès, hein, évidemment. Mais au moins, l'appareil, il sera au moins dans le même état qu'il a été envoyé. Ça, après, c'est au risque du propriétaire. Voilà, bon, c'est bon pour aujourd'hui. À la prochaine pour un autre épisode.